Voilà. Celui aussi qui avait marqué notre mémoire, c'était Nicolas Kraska, Oui. rugbyman professionnel au Japon, voilà, qu'on a eu souvent lors de la Coupe du Monde 2019. Tout à fait. Et vous vouliez, Alexandre, faire un gros plan sur sa situation, l'ancien joueur du Racing d'Albi ou de Konya, qui a évolué pendant plusieurs années depuis 2016 au Japon et qui a dû, on va dire, revenir en France pour des raisons un petit peu scabreuses. Ouais, c'est digne d'un film, d'un thriller, d'un film un peu fou. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, je dis digne d'un film parce que la date du 16 mars 2020 restera dans votre tête et dans celle de votre famille, quand on vous a dit, alors que vous étiez à ce moment-là joueur des Shimizu Blue Sharks en 2e division japonaise, que vous aviez 10 jours pour quitter le pays de toute urgence et que vous étiez licencié. Que s'est-il passé au Japon et pourquoi ce retour prématuré ? Écoutez, j'ai été un peu surpris parce que on avait, mon agent et moi-même, commencé les négociations pour l'année prochaine, comme il me restait encore un an de contrat. Et pendant les négociations, en fait, mon agent est revenu vers moi et m'a informé qu'il y avait une rumeur au sein de la GRFU que le quota d'étrangers allait être restreint. C'est la fédération japonaise, hein, c'est ça, la GRFU. Voilà. La GRFU, oui. Oui. Tout à fait. Et en fait, que le quota d'étrangers allait être restreint et que sûrement ils allaient annuler, supprimer le quota de passport holder, de Asian passport holder. Donc les Asiatiques, en fait, il y a un quota d'Asiatiques non japonais dont je faisais partie grâce à mes origines thaïlandaises. Et dans mon contrat, il y avait une clause suspensive qui stipulait que je pouvais être licencié si jamais les règles changeaient. Si jamais les règles changeaient. Du coup, j'étais un peu paniqué parce que ma femme était enceinte de 3 mois et je voulais pas me retrouver sans club, sans rien. En juin-juillet, c'est à peu près à ce moment-là que les règles sont annoncées. Surtout que mon épouse à ce moment-là n'aurait pas pu prendre l'avion parce qu'elle aurait été à 7-8 mois. Donc j'ai demandé à mon agent de pousser le club aux 2 personnes qui s'occupent des étrangers, donc Niki Takahiro qui est le Chief Director du club et Yohei Shinomiya qui est le High Performance Manager. Et du coup là, pour bien expliquer à ce moment-là, donc vous êtes en phase de prolongation avec cette équipe des Shimizu Blue Sharks, sauf qu'il y a des rumeurs comme quoi les règles pourraient changer, que vous pourriez être évincé, et à ce moment-là vous demandez des explications aux 2 dirigeants de cette franchise qui sont Yohei Shinomiya et Niki Takahiro, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe si la règle est officielle, est-ce qu'il me garde ou est-ce qu'il me vire ? C'est juste ça parce que et aussi évidemment par rapport à la prolongation, je voulais que ça soit écrit noir sur blanc ce qu'il m'avait promis parce que on s'était mis d'accord sur une augmentation salariale, etc. Donc voilà, je demande à mon agent de pousser pour mettre ça sur papier et de signer. Et je pense qu'ils n'ont pas aimé parce qu'ils n'ont pas aimé que je pose trop de questions, que force entre guillemets parce que je voulais juste être rassuré par rapport à ma situation qui était assez délicate et en fait et là le coup de massue je pense que ça les a énervés, surtout que j'ai encore plus paniqué lorsqu'ils ont licencié un autre joueur qui avait lui prolongé de 3 ans juste pour une petite embrouille, une petite prise de tête. Donc c'est là où je me suis dit bon, il faut vraiment que je sache. Et du jour au lendemain, j'ai pas eu de préavis, j'ai toujours pas eu de raison pourquoi j'étais viré parce que la règle n'est toujours pas. On vous dit il faut partir. Officielle. On vous dit quoi ? On me dit voilà, mon agent m'appelle, il me dit voilà Nico, t'es viré. Et en plus de ça, faut que tu partes avant la fin de ton visa qui expire le 28 mars parce qu'ils ont arrêté le processus de renouvellement. Donc la femme et enfants, il faut vite rentrer en France et voilà. sans avoir aucune explication de la part de votre club professionnel au Japon. Tout à fait, rien du tout. Donc honnêtement, je suis vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais j'étais sur le cul. Je savais pas quoi faire, je sais même pas vers qui me tourner. Mon agent me dit qu'il faut que je rentre d'abord en France avant de pouvoir régler le problème. Honnêtement, je pense qu'ils ont dû faire exprès d'arrêter le processus de renouvellement du visa pour que je ne puisse pas les attaquer en justice ou m'armer juridiquement, quoi.
Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps. Je suis rentré en France et une fois en France, c'est là où désarmé, j'ai fait appel à Twitter où j'ai écrit un tweet pour qu'on m'aide, quoi. Et à ce moment-là, donc vous discutez avec Luc McAllister et Pekao Kohan, qui sont des coéquipiers dans cette équipe, et en fait vous vous rendez compte que le fonctionnement des Shimizu Blue Sharks, donc ce club de 2e division japonais, est très opaque et qui est même à la limite de la loi, voire totalement hors la loi. Alors en fait le truc, il faut vraiment bien séparer le fait que Shimizu, le club, et les deux personnages, les deux individus sont vraiment séparés. En fait, Shimizu, le vice-président de Shimizu, la boîte, qui est aussi le président du club, est absolument pas au courant de ce qui se passe. Il a vraiment légué tout son pouvoir à ces deux personnes. Et il faut aussi savoir que nous, en tant qu'étrangers, on ne signe pas avec Shimizu, mais avec une tierce compagnie qui s'appelle Tokyo Athletic United, dirigée par Yohei Shinomiya. Et lui aussi dirige, Shimizu lui donne le budget de l'année pour les étrangers et une partie du budget pour le club. Et c'est lui qui le gère avec Nikita Takahiro. Et ils font ce qu'ils veulent en fait avec l'argent. Du moment qu'ils ne dépassent pas le budget, on ne leur demande jamais de rendre de compte. Oui, en gros, ce qu'on perçoit bien au travers de votre situation, c'est qu'un rugbyman professionnel, aussi, on va dire, protégé qu'il peut être au Japon, bien peut vite se retrouver viré de son club, de son pays, perdre finalement un peu ses droits de façon assez trouble, quelle que soit finalement sa notoriété. C'est un peu ça qui ressort de cette histoire. En tout cas, avec ces deux personnes-là, oui. Mais lorsque j'étais à Toshiba, tout était réglo, tout était carré. Enfin, je veux dire, j'ai eu un préavis lorsqu'ils me regardaient. J'avais des bulletins de salaire. Enfin, tout était. Oui, parce que la Shimizu Blue Sharks, il n'y a pas de bulletin de salaire, il n'y a rien de tout ça. Rien du tout. J'en ai demandé plein à chaque fois. Et en fait, ils m'ont menacé de me virer si je posais trop de questions. Pareil pour mes collègues. Et en fait, en creusant, en fait, on a découvert plein de choses. Et c'est vrai que même Pekao nous a avoué qu'il s'était fait racketter, qu'il y a eu une extorsion de faux. Il a dû payer 200 000 yens en espèces. J'ai appris dernièrement qu'un autre joueur néo-zélandais qui voulait rentrer au pays pour pouvoir jouer le Mitre 10 a dû payer, lui, 1 million de yens en cash pour récupérer sa licence. Donc voilà, c'est vraiment ces deux types, Nikki et Yohei, qui sont vraiment des pourris, quoi. C'est des mafieux. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà votre expérience, en tout cas, que vous faites partager aux auditeurs et puis aussi aux rugbyman professionnels qui auraient des envies d'aller visiter le Japon, en tout cas de s'expatrier. Il faut être donc méfiant. Est-ce que, du coup, quel est l'avenir pour vous ? Là, vous êtes en France. Est-ce que vous continuez votre carrière ? Vous la stoppez ? Quel est votre avenir ? Alors, je voudrais juste revenir par rapport à mon expérience. Très honnêtement, ça a été une super bonne expérience. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai vraiment pas eu de chance de tomber sur deux magouilleurs, c'est tout. Vraiment, si quelqu'un un joueur peut aller jouer au Japon, honnêtement, il faut qu'il aille les yeux fermés. J'ai juste pas eu de chance, voilà. À l'heure actuelle, on est de retour en France. Je vais normalement commencer une reconversion dans l'immobilier en novembre. Et en termes de carrière, j'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle, mais je prends ma licence dans mon club de cœur au rugby club de Courbevoie, en fait 2. Tout à fait, club vraiment de qualité et qui fait un gros travail là, effectivement. Et vous avez bien raison de prendre cette licence en amateur à Courbevoie. Est-ce que vous avez pu quand même regarder un peu le top 14 aujourd'hui, cette 23e journée pleine de suspense, notamment ce multiplex ? Mais je vous avoue que non, j'ai pas eu le temps. J'étais pas mal occupé avec tous les tweets que j'ai reçus et tout le soutien que j'ai pu recevoir depuis hier. Donc non, j'ai malheureusement pas pu regarder. On vous invite en tout cas à écouter Sud Radio si vous travaillez. Voilà, vous pouvez écouter pour vivre notamment la fin de la journée avec Toulon-Toulouse qui va se disputer ce soir et qui sera en direct en intégralité. Je cherchais le nom du président de Courbevoie, c'est Bertrand Nicole, voilà, que l'on salue s'il nous entend. Et effectivement, et qui est un tous les Bertrand dans le rugby s'appellent Bébert, c'est fou. Et bon président. Merci en tout cas Nicolas Kraska d'avoir été
avec nous. C'était un plaisir, effectivement. Et puis, on suivra ça et bien sûr votre évolution, et notamment avec le RC Courbevoie qui jouera en Fédéral 2 et peut-être en National 2, si jamais ça évolue d'ici quelques mois, 2022-2023. Merci Nicolas, à bientôt.